Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne Au cœur de nos défis. Vous êtes bien à Surface de Vérité et dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous un Sankaris, un ancien député. Il est aujourd'hui ambassadeur du Burkina Faso au Canada, Athanase Boudou, dans le fauteuil blanc. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Oui. La nouvelle vie de diplomate, comment on la vit? Plus difficile quand on n'est pas diplomate de carrière et de profession, je veux dire. Oui, je comprends. De formation. Non, je ne pense pas que ça soit aussi difficile que cela. Je pense qu'en tant que commis de l'État, en tant que Burkinabé tout court, et qui doit s'inscrire dans le développement de mon pays, et je dois toujours être prêt à servir là où on m'envoie. Et lorsqu'on a déjà cette philosophie en tête de pouvoir contribuer au développement de son pays, en principe, on devrait pouvoir s'adapter. Aussi bien quand vous êtes au pays, qu'on vous envoie à l'intérieur ou bien au niveau central, qu'en dehors du pays, je pense qu'on doit toujours se donner ces conditions de pouvoir réussir la mission, surtout quand on s'inscrit dans une dynamique non seulement de pouvoir apporter sérieusement, mais regarder un certain nombre d'indicateurs du pays. Moi, je pense que ça vaut le coup et on doit pouvoir s'adapter. On a souvent pensé que le poste d'ambassadeur, c'est une sorte de garage de l'intérieur. Est-ce que c'est l'impression que vous avez? Il y a du travail, non? Bon, dans la réalité, comme on a souvent, mais ce n'est pas toujours ça. Et la preuve est que je crois que le Burkina, en tout cas, est en train de réussir là où d'autres ont échoué en matière de placement de cadres, parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux, et ceux qui sont très jeunes, ambassadeurs. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivé au Canada, quand je me présente comme ambassadeur, on retient que je travaille à l'ambassade. Et on me demande, et l'ambassadeur, quand je dis c'est moi, mais vous êtes très jeune. Je dis c'est tout à fait ça. Mais je crois que le plus important aujourd'hui, c'est la production qui est le plus important, ce n'est pas l'âge. Le poste d'ambassadeur... Sûrement, on dit ça aussi par rapport aussi à la taille du pays. Le Canada, c'est quand même une puissance. Oui, si vous voulez comparer au Burkina, ça veut dire si vous voulez faire le lien au Burkina, sinon quand on prend... Sur l'échiquier international, le Canada pèse lourd quand même. Je veux vous dire qu'il y a des postes qui sont plus importants que le poste d'ambassadeur, parce que le poste d'ambassadeur est lié à celui du chef de l'État. Et par contre, il y a des chefs d'État qui sont plus jeunes que moi. Donc, ce n'est pas en tant qu'ambassadeur qu'on ne peut pas jouer ce rôle. Si on peut, en tant que très jeune, jouer le rôle de chef d'État, et ça veut dire qu'en étant mandataire du chef de l'État, on doit pouvoir aussi l'accomplir. Je veux dire par là que c'est l'engagement, les idées, et comment on met la cohérence dans tout cela pour pouvoir servir son pays qui compte. Ce n'est pas une question d'âge. Je suis d'accord avec vous, classiquement, que quand on voit un peu, et la plupart du temps, quand on nomme des ambassadeurs, c'est des gens qui ont un certain background, qui ont beaucoup servi, qui vont vers la retraite. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit s'inscrire autrement, on doit avoir d'autres perspectives, parce que le monde aussi change. Le monde aussi change. Et voilà, c'est comme ça que nous voyons les choses et on essaie de faire mieux pour que vous ne regrettez pas de nous avoir envoyés là-bas. Pour les diplomates de formation, parfois ils voient d'un mauvais œil ces choix d'envoyer des hommes qui ne sont pas diplomates de formation à des postes d'ambassadeurs. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est peut-être des suspicions. Sinon, quand vous prenez le ministère des Affaires étrangères en ce qui concerne le Burkina, j'allais dire que malgré la rigueur, malgré l'organisation qui ressemble un peu à l'administration classique, donc la hiérarchie est respectée, et c'est un ministère qui reste très ouvert. C'est d'ailleurs l'un des ministères les plus ouverts parce que les ambassades sont des services déconcentrés du ministère des Affaires étrangères
Et quand vous arrivez, vous avez toutes les compétences. Vous avez aussi bien des compétences venant du ministère de l'économie et des finances, du ministère de la culture, du ministère de l'éducation, de l'armée. Et donc, c'est un ministère qui reçoit beaucoup de cadres venant d'autres administrations. Donc, c'est d'ailleurs un ministère très, très ouvert. Ça, déjà, c'est pour parler des services techniques de l'ambassade. Mais quand vous prenez le poste d'ambassade qui n'est pas lié à celui des affaires étrangères et qui est véritablement un poste politique, et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il faut être seulement diplomate, puisqu'il faut d'abord être politique, puisque vous partez pour mettre en œuvre la politique du chef de l'État en matière de coopération entre les deux États, et c'est lui qui vous donne les missions. Donc il peut mettre un militaire en fonction de ce qu'il recherche comme objectif, il peut mettre un économiste, il peut mettre un diplomate en fonction des sensibilités. Donc, je pense que ce n'est pas... Il peut mettre un journaliste. Aujourd'hui, c'est un journaliste même qui est le ministre des Affaires étrangères. Et donc, ce n'est pas l'ambassadeur qui doit être forcément diplomate de carrière. Donc là, ce poste est un poste véritablement de mission. Parce que le chef de l'État étant élu a des orientations qu'il donne en fonction de la nature de la coopération qu'il veut établir avec un pays. Donc je pense que cet aspect est très bien compris par les cadres du ministère des Affaires étrangères, dont je disais tantôt qu'ils sont très très ouverts et le travail se fait très bien. Alors c'est tout à fait normal qu'effectivement quand vous êtes dans une administration et vous souhaitez avoir une carrière, et la fin de la carrière, effectivement, c'est de jouer le rôle d'ambassadeur. Et il y a aussi plein de cadres du ministère des Affaires étrangères qui sont des ambassadeurs. Vous savez qu'il y a des postes qui sont véritablement des postes à contenu diplomatique. Quand vous prenez les institutions internationales comme au niveau de l'ONU, vous prenez la coopération multilatérale comme au niveau, par exemple, de la Suisse, la Belgique, ainsi de suite. On peut, en fonction de cette nature-là aussi, dire que non, mais le travail est plus technique ici, mais ce n'est pas forcément politique, parce qu'il doit organiser les politiques pour pouvoir établir les coopérations et ainsi de suite. Donc, en somme, pour vous dire que le poste d'ambassadeur est avant tout politique, donc je pense qu'on doit pouvoir comprendre cela. Et je crois aussi qu'on ne va pas dédier ça au chef de l'État. D'accord. Voilà. Alors, avez-vous une vision par rapport à votre mandat d'ambassadeur? Absolument, absolument. Quand on n'a pas de vision, on ne peut pas servir loyalement son pays. C'est vrai que ma vision doit aussi s'adapter aux orientations que le chef de l'État me donne, mais pour moi la vision c'est déjà travailler à innover. Voilà, de ne pas faire de la routine. Donc ça veut dire que sitôt quand on est arrivé, on a essayé sur la base de ma vision, qui est, vous l'avez rappelé tantôt, qui est une vision qui ne sort pas hors cadre de ce que aussi le sankarisme doit pouvoir promouvoir en termes de relations. Donc j'ai mis cette vision en avant, et bien sûr en tenant compte des orientations du chef de l'État, mais également aussi en faisant une lecture de la politique nationale de développement, le PNDS je vais dire, et c'est sur cette base que nous avons d'ailleurs, et avant de commencer à travailler, nous avons mis en place un plan d'action. Un plan d'action de 3 ans, 2018, 2019, 2020, qui devrait en tout cas s'articuler sur un certain nombre de domaines. Nous avons identifié le domaine culturel, donc la coopération culturelle, la coopération politique, la coopération économique. Et c'est comme ça que nous avons bâti surtout notre plan d'action. Donc, sitôt, quand nous avons bâti le plan d'action, nous avons maintenant fait ce qu'on appelle le programme d'activité qui est tiré de ça chaque année que nous devons travailler. Il y a des résultats déjà? Oui, mais j'arrive de ce programme d'activité, nous avons fait des lettres de mission pour pouvoir suivre, organiser des activités et puis pouvoir suivre. Nous avons organisé pour la première fois le forum économique au Canada. Et ce forum économique a été le forum économique le plus réussi, organisé par d'autres pays. C'était la première fois que près de 300 entreprises canadiennes ont participé à un forum économique.
alors qu'il y a d'autres pays, aussi bien de l'Occident qu'au niveau africain, et qui ont eu à organiser, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, qui ont des traditions d'organiser chaque fois des forums économiques avec un partenaire qu'on appelle CCA, le Conseil canadien pour l'Afrique. Mais le forum économique du Burkina, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être vérifié et à chaque fois, on en parle. Et ce forum économique a permis de faire venir des Burkinabés commerçants au Canada et de permettre à beaucoup d'entreprises canadiennes de participer à ce forum économique. D'ailleurs, on a eu la chance d'accueillir 3 ministres clés, puisque il y avait un thème assez précis. C'est le ministre de l'énergie, parce que le chef de l'État, en fait, l'énergie est son cheval de bataille. Il y a le ministre des Mines, vous savez que les Canadiens sont très actifs dans le domaine minier. Et puis, il y a eu également le ministre du Commerce, parce que, bien sûr, il faut travailler à diversifier les exportations des produits vers le Canada, parce que le Burkina ne produit pas seulement que l'or. Donc, ce forum économique a regroupé beaucoup d'hommes d'affaires et aujourd'hui, les résultats commencent à être là parce que ça a permis de nouer des contacts, de trouver d'autres niches de coopération, mais également d'amener les Burkinabés à comprendre leur rôle. Et pour la petite histoire, les Burkinabés qui sont là-bas sont estimés à peu près 5 000 Burkinabés. 5 000 Burkinabés au Canada? Au Canada, mais pour moi, c'est un luxe. Pour moi, c'est un luxe. Pourquoi? Parce que les Burkinabés qui sont au Canada ne sont pas de la même trempe que les autres Burkinabés qui sont à l'extérieur, ailleurs, parce que c'est des qui gens... sont-ils? Des étudiants? Qui sont-ils? Mais bien sûr, c'est des gens qui sont partis pour les études et qui sont restés, compte tenu de la politique de facilitation d'intégration des Canadiens, parce que vous savez qu'ils ont un déficit en matière de main-d'œuvre. Donc, on reconvertit les étudiants, on facilite leur... Donc, un capital humain, quand même, de qualité. Un capital de grande qualité. C'est des étudiants, c'est des fonctionnaires burkinabés qui, à partir de là, ont appliqué vers là-bas, surtout ceux qui sont dans le domaine de la santé, qui sont dans le domaine de l'économie. Beaucoup d'inspecteurs du Trésor sont là-bas, des cadres de la santé. Et quand vous parlez au niveau universitaire, un peu partout, beaucoup de chefs de département sont des Burkinabés. Quand vous prenez par exemple de l'Université Polytechnique de Montréal, vous parlez seulement du professeur Sawadogo, même dans le monde, c'est un spécialiste en matière d'énergie, c'est un Burkinabé. Vous parlez à Sudbury, c'est des Burkinabés. La ministre qui est présentement, la ministre Yen, qui est présentement directrice générale de la Carrefour, sa petite sœur directe, Yen Amélie, est chef de département au niveau de la grande université de Sudbury. Un peu partout, c'est des cadres. Au niveau aussi de Revenu Québec, il y en a beaucoup, et Revenu Canada, c'est-à-dire que c'est la même chose que notre ministère de l'économie et des finances. Donc, c'est ce que je dis, c'est véritablement, et des ingénieurs aussi, qui travaillent aussi bien à Hydro-Québec, ainsi de suite. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est vraiment une diaspora de qualité. Il y a quelques-uns, dans les années 2002, qui ont pu aller là-bas de façon, je dirais, pas trop qualifiée, même si après, ils ont continué et puis se sont reconvertis, mais 99% des Burkinabés qui sont là-bas, c'est des Burkinabés. Ils sont tous qualifiés. Donc, je disais que ces Burkinabés qui sont là-bas, si nous arrivons à les utiliser normalement, vous me permettrez le terme, à les utiliser normalement, ils peuvent véritablement contribuer et même jouer le rôle de leader, pourquoi pas, dans la construction de la nation. C'est là tout le défi. C'est là tout le défi. Parce qu'en même temps que vous êtes d'une certaine trempe, vous êtes difficilement manipulable entre griffes. Donc, ils ont une certaine liberté. Ils ne sont pas faciles. Voilà. Mais nous avons travaillé déjà à nous approcher d'eux. Et ça, ce sont mes premières activités. Parce que quand je suis arrivé, je me suis permis de me déplacer pour aller rencontrer tous les Burkinabés. Que vous preniez Québec, vous preniez Toronto, vous prenez même jusqu'en Alberta. C'était la première fois qu'un ambassadeur burkinabé quittait Ottawa pour aller en Alberta. Ça fait 6 heures de vol. Donc je l'ai fait pour pouvoir rencontrer les Burkinabés et leur interpeller de leur rôle qu'ils doivent jouer pour la construction de la nation. Donc là aussi, je pense quand même que les résultats commencent à venir. Tout comme au niveau économique, j'en parlais tantôt. Au niveau culturel, nous venons d'organiser aussi pour la première fois la foire de la culture burkinabé, et qui a connu aussi un succès, et même s'il y a certaines activités que nous avons... C'est vrai qu'il y a eu des couacs, hein, on
On en a entendu parler. Il n'y en a pas eu de couac. Il n'y en a pas eu. Bon, Ah bon. Les mêmes couacs que vous pouvez, c'est ce que vous voyez ici, hein, parce qu'effectivement, je vais vous dire que le domaine de la culture aussi n'est pas très simple. C'est exactement ce que vous dites. Donc, alors que le forum économique qui était encore plus grandiose, il n'y a pas eu de problème. Mais là-bas, il y a eu quand même quelques incompréhensions. Et pour la petite, en fait, très rapidement, on va essayer de se donner quelques explications. Pourquoi il y a eu ces incompréhensions? Parce qu'il y a des opérateurs culturels sur place. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont au nombre de 4, qui s'intéressent dans la promotion des activités culturelles. Et comme il n'y a jamais eu, l'ambassade d'abord ne s'intéressait pas trop aux activités de la diaspora, encore moins aller organiser une foire de la culture burkinabé, les gens se sont dit, mais pourquoi? Ça veut dire que pour eux, l'ambassade vient... C'est de la concurrence. C'est comme si c'était de la concurrence. Alors que non, pour nous, en tant que gouvernement burkinabé, c'était de travailler à créer des espaces pour permettre à ces opérateurs culturels-là de pouvoir encore être promus. C'était exactement l'objectif visé. Mais comme il y a eu ces pourquoi ne pas soutenir déjà leurs activités? C'est exactement ce qu'ils disent. Pourquoi ne pas leur donner directement l'argent pour qu'ils organisent au lieu de venir organiser? Alors que non, on vous donne l'argent que vous organisez, ce n'est pas sûr que vous puissiez même déplacer un directeur de service, n'en parlons pas, un ministre là-bas. Pour nous, en tant que gouvernement, en organisant, ça permettrait ceux-là même qui avaient des difficultés pour rencontrer certaines autorités ici, ils allaient se déplacer pour venir là-bas. Au niveau du Canada, pour même les rencontrer et puis avoir certaines considérations, donc certaines reconnaissances, c'était compliqué. Mais quand c'est le gouvernement qui organise, vous venez, vous logez vos activités et puis vous faites. C'est le Burkina qui gagne. Et c'est dans cette dynamique-là que nous avons pu organiser la foire. Et d'ailleurs, cette organisation, c'est eux qui l'ont organisée dans la réalité. Dans tous les compartiments, c'est eux qui les ont organisés. Même le défilé de mode qui a été vraiment une réussite. C'est un des opérateurs culturels qui l'a organisé. Voilà. Il y a eu la visite de la gouverneure générale du Canada au Burkina Faso, Julie Payette. Ça aussi, c'est un exploit pour vous? La très honorable Julie Payette. Et ça, c'est le domaine politique, l'axe politique. Ça, là aussi, il faut le dire, c'est la première fois qu'un chef d'État canadien visite le Burkina Faso. Alors que, rappelons-nous que c'est depuis 1962 que nous avons des relations diplomatiques avec le Canada. Et il y a eu des autorités qui sont venues, mais c'est la première fois que le chef d'État du Canada vient au Burkina Faso. Et là, elle, en plus du fait que ça soit sa première fois de venir au Burkina, c'était même sa première fois de venir en Afrique. Alors que c'est une dame vraiment très bien respectée, puisqu'elle représente la reine d'Angleterre. Donc, vous savez que le Canada est toujours sous la couronne britannique. Et là, ça a permis, en tout cas, à ce qu'il y ait encore plus de visibilité, plus d'assurance. Et on a beaucoup bougé pour pouvoir permettre cela. Parce que quand je suis rentré, puisqu'avant qu'elle ne vienne, nous avons eu beaucoup de séances de travail, nous avons eu des tête-à-tête, où elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe là? À chaque fois quand je dis, je vais visiter l'Afrique, on dit, non, il faut aller au Burkina Faso. Qu'est-ce que c'est? Non, bon, très modestement, j'ai dit que certainement que c'est parce que c'est le pays des hommes intègres. Non, 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 que je sais ça. Qu'est-ce que vous faites? Et puis vous avez autant d'admiration au niveau des affaires étrangères et qu'on m'a recommandé d'aller au pays. J'ai essayé de faire des recherches, tout ça. Bon, voilà, donc je crois qu'au-delà des liens... C'est peut-être aussi que le Canada a beaucoup d'investissements ici, dans les sociétés minières. Non, le Canada n'a pas d'intérêt, trop d'intérêt au Burkina comparativement aux États-Unis et puis à l'Europe. Hein. Voilà, c'est vrai qu'en Afrique, quand on prend l'Afrique en termes de pays de visite, c'est-à-dire que la destination africaine du Canada, après l'Afrique du Sud, c'est le Burkina Faso. Et là aussi, c'est moi qui les ai dit ça parce qu'ils sont étonnés. Mais je crois que c'est certaines activités que nous avons menées et aussi, bon, je ne sais pas, je crois que pour toute modestie gardée, je pense que si un chef d'État décide d'aller visiter un pays, c'est un succès
Surtout dans ce contexte sécuritaire assez difficile. Exactement, c'est à l'actif de l'ambassadeur. Et je crois que quand je suis arrivé, j'ai été beaucoup félicité par les collègues. Beaucoup félicité par les collègues pour cette activité. On parlait justement des sociétés minières canadiennes qui font du Burkina Faso une destination quand même. Comprenez-vous l'hostilité des populations burkinabées vis-à-vis des sociétés minières de façon générale, perçues comme des sociétés qui viennent piller notre sous-sol? Oui, je comprends. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso. Vous avez suivi en Afrique du Sud, vous avez suivi au Ghana et bien d'autres pays, au Mali. C'est comme ça, c'est tout à fait normal. Et le Burkina n'est pas encore un pays de tradition minière. Nous sommes un pays minier. Nous faisons partie des 4 premières nations et les 4 premiers pays miniers d'Afrique, souvent 3e, souvent 4e. Au pire des cas, il y a des moments où on va à la 5e place. Mais nous n'avons pas encore cette tradition parce que la question minière au Burkina Faso ne date pas de si longtemps, c'est à peine 20 ans. Par contre, quand vous prenez un pays comme le Ghana, c'est plus de 100 ans. Vous prenez comme l'Afrique du Sud, c'est plus de 100 ans. Donc, ils ont traversé ces crises-là. Ils ont traversé tous ces problèmes parce qu'effectivement, quand des investisseurs étrangers viennent dans un pays pour investir, mais ils ne voient pas seulement, ils ne voient pas l'investissement, ils voient ce qu'ils prennent pour aller. Donc, c'est tout à fait naturel. Donc, il faut travailler à communiquer, il faut travailler à donner l'information, il faut travailler à montrer l'impact que ça fait, mais il faut aussi travailler à s'émanciper. Quand je dis à s'émanciper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous et moi, ou bien l'État de façon globale, en tant que Burkinabé, au lieu de donner ces terres à ces investisseurs qui vont aller faire des prêts pour venir investir, pourquoi ne pas entreprendre? Parce que toutes les études ont... Nationaliser je ne dis pas de nationaliser, mais entreprendre, ça veut dire nous aussi nous créons notre mine. Il peut y avoir l'actionnariat populaire, les Burkinabés peuvent créer leur propre mine pour faire leur prospection minière, et l'État peut le faire. Quand on prend Ashanti Goldfield, c'est pour le Ghana. C'est une mine de l'État ghanéen. Beaucoup de mines. Il y a, quand vous prenez Andover est en joint venture avec la France et puis le Canada. Mais c'est l'État sud-africain, ce ne sont pas des privés. Mais vous refusez d'entreprendre, des gens partent prendre des prêts pour venir entreprendre chez vous et puis vous dites que vous pillez et qu'ils pillent. Je crois qu'il faut que nous aussi nous travaillions à pouvoir entreprendre. Et la peur qu'on avait de se juger plus parce qu'avant on s'est dit que c'est beaucoup de milliards pour pouvoir entreprendre et vous pouvez... Depuis la recherche jusqu'à... Oui, la prospection. Vous pouvez mettre peut-être 30, 40 milliards et puis après perdre. Parce que si vous ne le trouvez pas, vous perdez. Mais aujourd'hui, les études ont montré que le Burkina est à la limite un scandale géologique. Parce qu'un peu partout, il y a des... Si les gens sont là pour faire la recherche, c'est parce que... Voilà, c'est parce qu'on a moins... on a moins de risques de perdre. Et figurez-vous que le Burkina actuellement doit être le premier pays, le deuxième pays en Afrique en matière de recherche minière. Après la République démocratique du Congo, c'est le Burkina en matière de recherche. Je ne parle pas de pays. Si c'est en matière de mines, après l'Afrique du Sud, c'est le Ghana. Après le Ghana, c'est le Burkina Faso. Et le Mali suit. Donc actuellement, nous sommes en 3e position en fonction des quantités d'or que nous produisons chaque année. Donc pour vous dire qu'il y a moins de risques aujourd'hui, donc ça veut dire que l'État peut prendre ce risque et c'est un risque minime et nous pouvons avoir quelque chose. Donc si vous n'entreprenez pas et que l'opérateur étranger vient entreprendre, vous ne pouvez pas dire qu'il est en train de piller. Mais au-delà de ça, il faut aussi voir l'investissement que ça donne. J'étais en train de parler, ce n'est pas de la publicité que je fais de toute façon, ça rentre dans le budget de la formation du budget de l'État. Quand vous prenez rien que la société Isakan, et ça fait près de 3000 emplois permanents. Je dis bien permanents. Mais au-delà de ces 3000, et c'est la première société privée aujourd'hui au Burkina Faso en termes d'emploi. Et quand vous voyez les effets induits, ça veut dire que toutes les activités qui tournent autour de la mine, mais ça fait véritablement beaucoup en termes de contribution au développement local, au développement national et la formation du budget national. Rien que cette société, en ajoutant bien sûr Semafo, Andover, Roxgold, et Orzo,
Bissagol, et sur dessus, tout ça, et ça fait près d'un tiers du budget de l'État que ça donne en termes de recettes. Près d'un tiers en termes de recettes. Parce que l'éternelle question, c'est où va l'argent de l'or? On se demande si véritablement l'argent de l'or permet de développer ce pays. Vous vous demandez parce que vous n'avez jamais compris ou vous n'avez jamais accepté le rôle du budget de l'État. Le budget de l'État est un outil important de mise en œuvre de la politique économique et sociale. L'argent, ça ne tombe pas ailleurs. Pour payer les fonctionnaires, pour investir et pour faire le fonctionnement, il faut avoir de l'argent. Et cet argent, c'est dans le budget de l'État. Et ces recettes, ça vient des recettes, de la fiscalité de porte et de la fiscalité intérieure. Et dans la fiscalité intérieure, il y a la contribution des mines. C'est cet argent. Est-ce que ce n'est pas l'unicité des caisses justement qui fait le problème? Le fait que l'argent, l'or va directement dans le budget, c'est peut-être ça qui fait qu'on ne perçoit pas véritablement l'apport du secteur minier. Non, quand on ne veut pas voir, c'est souvent un peu compliqué. Parce que je suis en train de vous dire que quand on enlève l'argent pour payer les gens, c'est qu'il faut enlever l'argent quelque part. Et cet argent-là vient d'où? Je suis en train de vous dire que c'est les recettes fiscales et les recettes douanières. Et ces recettes fiscales sont en partie aussi bien des unités industrielles, y compris les mines. En plus de cela, il faut ajouter que pour encore, dans cette perspective de sensibiliser les gens et de faire voir directement l'impact des mines, il y a eu un certain nombre d'initiatives. Au-delà de ce que les mines font comme investissement en termes de responsabilité sociale au niveau de l'entreprise, au niveau local, il y a le fonds de développement minier qui a été créé où les mines doivent verser un certain pourcentage, je pense que c'est 1%, du chiffre d'affaires de façon annuelle. Et donc tout ça... C'est quand même énorme en termes de quantité. Ah oui, c'est même très important. Ça sera aux collectivités de prendre le relais pour dire que voilà, c'est l'argent qui vient directement des mines que nous sommes en train de... Mais là, il y a des difficultés par rapport à la mobilisation de ces fonds. Non, il n'y a pas de difficulté. À quel niveau? Vous voyez un peu partout des maires qui se plaignent. On a vu le cas de Houndé. Récemment aussi, des populations ont quelque peu bloqué les activités d'une mine pour exiger le paiement de ce fonds. Ce fonds, ça ne tombe pas 1 mois, 2 mois. Quand on parle du budget de l'État, c'est de façon annuelle. C'est un principe budgétaire. Mais souvent, les gens, s'ils considèrent que c'est la seule source de financement, et comme ils ont fait leur budget, ils ont besoin de ça rapidement pour payer le carburant, le fonctionnement, et puis payer le fonctionnement de la mairie, et ainsi de suite. On fait de la manipulation aussi. Quand ça tarde un peu seulement, on dit que l'argent n'est pas encore tombé. Mais je ne pense pas que... Est-ce que justement le danger, ce n'est pas aussi que ce fonds amène aussi les communes à être trop dépendants des ressources minières? Ouais, mais justement, c'est pour cela que j'ai dit que j'étais en train de dire que si vous bâtissez du moins votre budget, et que peut-être 80% des recettes doivent venir de ce fonds, effectivement, vous serez un peu plus dépendant. Alors que le développement local doit pouvoir amener les gens à créer plus, à innover, donc à libérer leur génie créateur que d'être dépendant, parce que c'est des ressources tarissables. C'est des ressources tarissables. Il faut travailler. Et bien sûr, en comptant de cela, mais aussi en comptant sur d'autres ressources. Et comme souvent ça prend un peu de temps pour venir, on ne peut pas verser à l'avance. C'est après un temps qu'on doit faire le bilan, faire le point, demander aux mines de pouvoir verser. Et les mines aussi, compte tenu du fait de recouvrement, souvent qui est un peu lent, et ça fait que les mines aussi font des calculs parce qu'ils ont des remboursements TVA et ainsi de suite. Donc, ça fait que, mais globalement, après la fin de l'année, chaque collectivité devait recevoir ses ressources et puis pouvoir travailler. Mais il ne faut pas déjà en janvier ou en février réclamer cela parce que même dans le cadre du budget de l'État, ce n'est pas le même rythme. Existe déjà depuis quelques années, depuis l'adoption du nouveau code minier, mais jusque-là, les collectivités estiment n'avoir pas encore perçu ce qui doit venir de ce fonds. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous.
Parce que c'est vrai que je n'ai pas les chiffres actuellement, mais j'ai dû comprendre qu'il y a des collectivités qui sont rentrées déjà dans leurs fonds. Et il y a d'autres collectivités qui ne sont pas rentrées parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nouveau code n'est pas rétroactif. C'est-à-dire que c'est les mines qui naissent après l'adoption de ce code-là qui doit être frappé sous le coup. Donc les mines qui existaient avant ne sont pas concernées? Par exemple, quand vous prenez la société, quand vous prenez Semafo, sa mine qui est dans la zone de Houndé n'est pas concernée, mais sa mine qui s'ouvre au niveau de Bongo est concernée par le reversement de cela. Donc, puisque c'est des contrats qui étaient signés, et donc, en tout cas, selon les échanges, selon ce qu'on s'est entendu, c'est que cette loi ne devrait pas être rétroactive pour dire que comme vous existez depuis, commencez à verser. Non, c'est-à-dire que le contrat qui avait été signé... En ce moment, il y a un problème. Non, un contrat qui se signe, ce n'est pas pour 100 ans. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, après, il y aura le renouvellement de contrat. C'est en ce moment que ces mines-là doivent être... C'est qu'il y a un problème d'efficacité des textes, parce qu'en ce moment, il y a des mines qui sont là depuis quand même un certain temps, qui se font beaucoup de bénéfices, oui, mais qui devraient pouvoir contribuer justement dans le cadre de ce fonds. Non, ils contribuent autrement, mais dans le cadre de ce fonds, c'est une loi qui s'inspire du nouveau code. Et ce nouveau code ne peut pas dire que comme on vient de mettre le code là, on va remettre en cause les conventions antérieures. Ça peut poser problème. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je dis que ça peut encore poser problème. Et comme nous avons un code qui se veut attractif, il faut pouvoir amener, même si les anciennes sociétés qui fonctionnaient ne contribuent pas à ce fonds-là, puissent pouvoir aussi contribuer au développement local. Parce qu'il y a aussi ces sociétés minières qui estiment avoir suffisamment investi dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, avoir suffisamment investi et pensent que s'il doit payer pour ce fonds, il faudra déduire ça justement par rapport à la RSE. Bon, je pense que c'est juste un processus de négociation, mais ce n'est pas ça qui est fondamental, parce que la loi a été votée. Et ce n'est pas parce que vous êtes en train de travailler à ce niveau-là que vous devez refuser. Mais ça fait partie de la négociation ici de façon permanente. Mais ça ne doit pas pouvoir arrêter le fonctionnement normal. Même ce que je suis en train de vous dire, je ne dis pas que les mines n'ont pas souvent des problèmes, parce que le rythme de recouvrement des recettes de l'État n'est pas le même rythme que les dépenses de l'État. Et du même coup, il faut faire face. Les dépenses souvent vont à un certain rythme plus rapide, alors que les recettes vont à un rythme un peu de façon séquentielle, parce qu'il faut déposer des bilans, il y a des périodes de l'année bien précises là, où les recettes sont assez importantes, et c'est en ce moment maintenant qu'on peut faire certaines dépenses. Donc, la manipulation du budget se fait de façon technique, et on doit pouvoir travailler à ce qu'il n'y ait pas de crise. Voilà, donc je veux dire que jusqu'à présent, aucune mine au Burkina ne s'est fermée parce qu'il y a des problèmes assez profonds qui les empêchent de fonctionner. Justement, vous parlez tout à l'heure de sa canne principal employeur dans le privé. Oui. Je crois qu'il y a aussi la SN Sosico qui ne doit pas être trop loin. Il y a eu tout récemment ce scandale. Ce scandale a fait charbon fin, qui éclabousse un peu cette mine canadienne, justement. Est-ce que les échos, est-ce que ça résonne du côté du Canada, cette affaire? Oui, il y a quand même quelques presses qui se sont fait écho de cette affaire, mais c'est des sociétés qui sont assez expérimentées et le monde économique connaît bien ce type de problèmes. Et je pense que ce ne sont pas des problèmes qui amènent les mines ou bien les sociétés de façon générale d'arrêter de fonctionner. Parce que ce qui s'est passé, personnellement, ce n'est pas un scandale. Ça rentre... On parle de plus de 300 milliards, c'est quand même un scandale pour un pays pauvre comme le Burkina. 300 milliards de quoi? De francs CFA. Qui a fait quoi? Qu'on aurait tenté frauduleusement voilà, qui devrait échapper au budget, au fisc, au budget de l'État. Non, mais déjà pour vous rappeler, ce n'est pas seulement maintenant qu'il y a eu le traitement du charbon fin à l'extérieur du Burkina. Ça n'a pas commencé maintenant. C'est des accords et c'est les textes qui le permettent, parce que la technologie actuelle ne permettait pas à la mine sur place de pouvoir exploiter
aller jusqu'au bout du traitement, de fondre les déchets, puisque quand on parle de charbon fin, là c'est les déchets qu'on a récupérés. La mine avait la possibilité d'amener ça au Ghana, ce qui va devenir plus cher, mais en partant au Canada, ça revenait encore même plus cher que s'ils avaient la possibilité de faire ça sur place parce que ça devient moins cher. Mais dans leur investissement actuel, ils n'avaient pas la possibilité de faire le traitement sur place. C'est pour cela qu'ils ont demandé la possibilité de pouvoir amener ça au Canada. Et je pense que cette possibilité aussi a été vue par un certain nombre de services techniques et qui l'ont vérifié. Du reste, effectivement... Il y a aussi le rapport aussi qui... Non, je suis d'accord contredit... Je suis d'accord avec ça. Il y a eu le rapport d'expertise qui a été fait. Certainement, il y aura un rapport de contre-expertise pour pouvoir situer les responsabilités. Mais pour moi, comme c'est un processus qui est au niveau de la justice, il faut laisser faire le travail au lieu de faire de la spéculation. Ça ne devrait pas nous divertir. On doit continuer parce que, comme j'étais en train de vous dire, ce n'est pas des scandales. Ailleurs, il y en a eu pire que cela. Mais pour moi, qu'on arrive à travailler, à amener la société plutôt à pouvoir faire le traitement ici que de traiter ailleurs. Tant que vous n'arrivez pas à amener les sociétés à pouvoir traiter, et même l'État peut même installer des industries de raffinerie. Je dis même une fois de plus, les sociétés, même les lingots d'or qui sortent ici, quand ça passe, ça connaît encore un autre traitement. Pourquoi ne pas faire ces entreprises de raffinerie ici? En Namibie, il y a des sociétés de raffinerie. En Afrique du Sud, il y a des sociétés de raffinerie. Au lieu que l'or, là, ça parte comme ça, nous-mêmes, nous pouvons faire la raffinerie ici. Donc, une fois pour dire que c'est un processus normal qui prend du temps, parce que je dis encore que ce n'est qu'une vingtaine d'années que nous avons l'expérience en matière d'exploitation de mines. Et c'est normal aussi que les gens se demandent, se posent beaucoup de questions. Mais avec le temps, on aura encore plus d'expérience pour pouvoir gérer convenablement nos richesses. Il y a une partie des Burkinabés qui pensent que le ministre Idani doit démissionner. Oh non, moi je pense que c'est normal qu'il puisse avoir de la spéculation. Mais moi, j'ai applaudi la sérénité du ministre. Il faut être serein et puis laisser le temps jouer, parce qu'avec le temps, on comprendra. Donc, c'est vous et moi, si Dieu nous donne la santé, dans 5-10 ans, on dirait « Ah, voilà ce qu'on est en train de dire, ce n'était pas juste ». Donc, pour vous dire que ce n'est pas la peine de s'exciter, et la mine a été très sereine. Et la mine ne s'est pas trop excitée, aussi bien au Burkina qu'au niveau du Canada. Et ils sont venus en délégation avec le vice-président, nous avons échangé. Et en tout cas, je les ai félicités pour leur attitude parce que ça pouvait avoir d'autres tournures. Et c'est le Burkina qui perd. Au niveau du ministère, je pense qu'il y a eu une sérénité dans le traitement du dossier parce qu'ils ne sont pas allés trop à l'affront. Au niveau de la justice, je pense qu'il y a une sérénité parce que c'est une communication pour dire que il y a toujours la possibilité, c'est des présomptions d'innocence. Donc, pour vous dire que quand vous créez un espace démocratique, permettez à ce que les institutions fonctionnent. Et j'ai dit aux mines que s'il n'y avait pas ça au Burkina, vous n'allez pas venir parce que c'est parce que le Burkina est un pays de démocratie que vous acceptez venir. Donc, s'il n'y a pas ces institutions et puis tout, ça doit venir du chef de l'État ou bien du ministre, ainsi de suite, ce n'est pas bien. Donc, mais quand ça fait comme ça montre que le pays n'a pas perdu après avoir fait l'insurrection. Et après l'insurrection, vous avez vu que, effectivement, l'espace de liberté, en tout cas, a éclos, et puis les gens sont... Et c'est ça qui fait la construction d'une nation. Je vous dis, notre pays, notre voisin, je vais dire les États-Unis, ça chauffe plus, hein. Même le chef de l'État, souvent, n'a pas la possibilité de faire certaines dépenses. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a une certaine dictature ou il y a une certaine pagaille. C'est normal. Dans la vie normale d'une nation, il faut qu'il y ait cette contradiction interne-là, mais seulement qu'on puisse sauvegarder l'essentiel, et c'est ça le jeu démocratique. C'est le jeu démocratique. La politique, parlons-en. Vous êtes sankariste, vous êtes de l'UNIR PS. Ce parti a-t-il encore un avenir au Burkina? Ah oui.
Je suis surpris par cette question. Pourquoi vous dites ça? Parce que... Le parti est aujourd'hui dans la majorité. Pour beaucoup d'observateurs, le fait d'avoir rallié la majorité aujourd'hui a impacté négativement la crédibilité du parti. Mais l'essentiel est que le parti ait pu travailler à une stabilité du pays. Et je pense que c'est le moins normal. Un parti ne doit pas être égoïste. Il ne faut pas que nous voyons, nous en tant qu'UNIR, mais nous voyons qu'est-ce que l'UNIR peut jouer comme rôle dans la construction de la nation. Et vous avez suivi largement les débats que nous avons menés de façon démocratique au sein des structures du parti qui nous ont amenés à prendre cette décision d'aller au niveau de la majorité. Et je vous avais dit qu'on n'avait pas été laissé comme ça. Que ce soit l'opposition en son temps, je vais dire le CDP, que ce soit l'UPC, que ce soit le MPP, ils ont tous fait la cour, je l'ai dit, la cour à l'UNIR. Et l'UNIR devrait prendre son destin en main. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour nous, ce n'est pas le fait d'aller avec le CDP, en fait, ce n'est pas aller dans le sens que veut le CDP ou bien d'aller dans le sens que veut le MPP ou l'UPC qui était le plus important. Nous, en tant qu'acteurs, je dis bien acteur principal de l'insurrection, parce que nous n'avons jamais, même un seul jour, coopéré avec l'État, qui avons travaillé à ce que l'insurrection vienne, qu'est-ce que nous pouvons apporter? Faut-il amener le peuple à un cycle infernal d'instabilité ou bien on pouvait jouer notre rôle de tampon? Je crois que nous l'avons fait et c'était pour la première fois que les structures, que les militants de façon en tout cas unanime ont dit non, il faut que vous partiez au niveau de la majorité. Et c'est cette décision que nous avons prise pour aller au niveau de la majorité. Nous ne sommes pas allés à la majorité pour dire que nous avons fait une fusion ou bien nous avons fait une union avec le MPP. Tout le monde sait que nous avons combattu le programme du candidat du MPP. Vous avez estimé d'ailleurs que pendant la campagne présidentielle que le MPP ne devrait pas venir au pouvoir. Vous avez passé ce message au Burkinabé. Mais naturellement, puisqu'on défendait notre programme. Et c'était tout à fait normal parce que nous avons notre programme qui était le programme alternatif Sankaris. Et donc, parce que pour vous, le MPP au pouvoir, c'est comme si c'était le CDP au pouvoir. Ce n'est pas seulement le MPP seulement. Hein. Le MPP au pouvoir, comme l'UPC au pouvoir, comme le CDP au pouvoir, comme d'autres partis. Parce que pour nous, ce qui comptait, la voix sankariste devait compter pour ce pays. Mais la majorité du pays a estimé qu'il fallait aller au niveau du MPP. C'est contre nature, non? Dans tous les cas, la politique souvent a sa logique que nous n'avons pas. Mais dans tous les cas, pour le moment, nous avons un chef d'État qui a été élu sous la bannière d'un parti politique. Et ce parti politique n'avait pas une majorité absolue à l'Assemblée pour pouvoir voter les lois. Et si on s'amusait, après cette insurrection, il allait y avoir plusieurs insurrections et on pouvait tomber dans le même cas que ce qui s'est passé en Centrafrique et peut-être même pire. Parce que le jeu qui se faisait, c'était ça. C'était juste un choix pour sauver la stabilité. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit que nous sommes partis là-bas, nous ne sommes pas du MPP, nous ne sommes pas, je ne sais pas, les autres partis qui ont applaudi le candidat Roch. Nous ne sommes pas de ça, mais nous sommes là dans une posture nous ne sommes pas dans une posture de la mouvance, je vais dire, c'est le terme que je cherche, c'est la mouvance. Nous ne sommes pas de la mouvance, mais nous sommes de la majorité. Donc nous sommes dans une posture de cogestion du pouvoir. Et cela visait un objectif bien précis, c'est de pouvoir apporter notre nombre et notre caution morale pour pouvoir avoir une certaine stabilité. Après, on verra. Il se trouve aujourd'hui que vous semblez défendre plus le pouvoir que le MPP même lui-même. Non, nous ne défendons pas le pouvoir, nous nous défendons. Nous nous assumons, parce que nous avons fait un choix que nous assumons. Si aujourd'hui, là, nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec telle chose ou telle chose, vous allez dire que mais nous sommes des comédiens. Il faut quand même qu'on arrive à s'assumer et nous allons nous assumer jusqu'au bout, quand après maintenant à faire le bilan, quelle a été notre contribution. Est-ce qu'avec les idéaux sankaristes, nous avons pu amener une certaine stabilité? Est-ce qu'avec les idéaux sankaristes, nous avons pu amener à un changement de mentalité?
Est-ce qu'aujourd'hui on est dans une stabilité, vous pensez? Est-ce que si c'était à refaire, vous le referez? Oui, si c'était à refaire, nous allons le faire. Le pays est dans une situation assez difficile aujourd'hui. Et laquelle situation? Vous voyez, l'insécurité, même la gouvernance politique, il y a des problèmes. La preuve, on parle de réconciliation. Le président récemment a rencontré un peu les partis politiques. Il est clair que le Front social est en ébullition. Le pays n'est pas, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le Burkina est un pays stable. On va faire une distinction en ce qui concerne les problèmes. Si c'est la fronde sociale, si vous suivez ma logique, ça c'est normal. Et je vous ai dit que ce qui se fait ailleurs dépasse ici. Et c'est même très bien qu'il y ait une fronde sociale, c'est même très bien qu'il y ait beaucoup de manifestations parce qu'il y a des espaces de liberté. Autrement dit, on pouvait faire la dictature pour gérer le pouvoir dans la peur. Amener les gens à avoir peur même et de faire 72 heures à la maison ou bien moins de 72 heures. C'est ce qui est en train de s'amorcer, non, avec la répression de la marche du 16 septembre. Non, mais cette marche, vous savez que si c'est cette marche aussi, je pensais que vous allez me laisser finir de l'autre côté parce que pour moi, la question sécuritaire, c'est à faire la distinction avec la question de la fronde sociale. Par contre, dans cette fronde sociale, il faut aussi chercher à ce qu'on appelle, à choisir les moments de pouvoir manifester. C'est ce que vous voulez dire. Parce que la répression de l'autre côté, on l'a dit, d'abord de façon formelle, ce n'était pas une bonne chose. Parce que de façon formelle, dès lors que le Conseil des ministres s'est réuni pour dire que c'est de façon illégale, je pense que le Burkina n'est pas né pour mourir demain ou après-demain. On a tout le temps pour travailler à contre-attaquer. Combien de fois on a contre-attaqué des décisions du Conseil des ministres et puis c'est revenu en arrière? Donc, c'est quelle précipitation qu'on a à dire que nous avons fixé la date, nous n'allons pas reculer. Ils disent que c'est légal. Non, c'est ça que je suis en train de vous dire. Si c'est légal, vous pouvez attaquer la décision du Conseil des ministres. Et ça a été fait plusieurs fois. Le Conseil d'État ou bien le ministère chargé des relations publiques, dans tous les cas, je vais dire l'institution qui est garante de cela peut être saisie. Et on va dire que c'est fort clos, ce qui a été décidé par le Conseil des ministres, au contraire, n'est pas légal. Et les gens sont libres pour aller, et ça allait même être plus intéressant parce que dès lors qu'on remet en cause la décision du Conseil des ministres, ça veut dire que les gens sont encore plus aguerris et ça peut être encore plus populaire. Pourquoi cette précipitation à dire que non, vous avez dit, mais c'est légitime, c'est légal, ainsi de suite, nous allons aller. Donc, je pense que de façon formelle, il y a eu un problème de démarche à ce niveau. Parce que le Burkina est là pour des années et des années et on a encore le temps, même si c'est 1 mois que vous allez prendre, vous pouvez le faire. Dans le fond, quand vous lisez un peu la plateforme, il y a du tout. On n'est pas sorti pour dénoncer quelque chose de façon précise. Il y a tout dedans. Crime économique, crime de sang, et sécurité, c'était du foutu. Et ça, c'était... C'est des préoccupations des Burkinabés? Non, j'arrive. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est par rapport à la plateforme. Moi, personnellement, je ne dis pas que tout le monde a partagé ça, mais je pense qu'on pouvait encore plus cibler que ce qui a été mis là-bas comme photo. Donc, ça, il y a la forme et le fond. Maintenant, au-delà de la forme et du fond qui peut faire la légalité ou bien la légitimité, est-ce que c'est opportun aujourd'hui, pendant que le pays est attaqué, pendant que le pays est en guerre, pendant que nous sommes en train de subir la pire forme d'humiliation, et tous les jours que Dieu fait, peut-être vous avez un frère ou un parent, dans tous les cas, c'est des Burkinabés qui sont en train de tomber tous les jours, on doit se lever pour pouvoir faire des marches, pour encore donner des terreaux à ces terroristes-là. C'est pas opportun qu'on marche, mais c'est opportun que les partis politiques organisent des meetings partout. Cette marche, et si on ne faisait pas attention, cette marche pouvait être encore une occasion pour des terroristes d'attaquer. Il y a des partis politiques qui organisent régulièrement leurs manifestations sans problème. Non. Sans tenir compte de ce contexte. Non, parce que ça dépend de ce qu'on donne comme contenu, c'est ce que j'ai dit. Si c'est pour manifester
Et si c'est pour organiser une activité, parce que c'est un parti politique qui organise son activité, c'est différent d'organiser une activité pour contester la gouvernance actuelle. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même objectif. C'est le fait de contester la gouvernance qui fait que ce n'est pas opportun? Non, parce que le fait de contester la gouvernance, ça veut dire que vous donnez plus de force à l'ennemi. Donc autant dire que parce qu'il y a l'insécurité, il y a le terrorisme, on ne doit plus. Je dis bien que lorsque un pays est attaqué, le premier des soucis de tous les Burkinabés, de tous les habitants de ce pays-là, c'est de se mettre ensemble pour défendre l'ennemi. On devrait peut-être arrêter de faire la politique. Non. Parce qu'il y a le terrorisme. Non, ce n'est pas arrêter de faire la politique. Je dis bien, on devait arrêter de se fragiliser. Aussi bien la majorité ne doit pas travailler à fragiliser l'opposition, aussi bien l'opposition ne devrait pas travailler à fragiliser la majorité, parce que nous devons se mettre dans l'unité pour pouvoir combattre l'ennemi commun. Parce qu'avant qu'il y ait ces partis, j'allais dire même ces partillons, il faut d'abord la nation burkinabé. Il faut d'abord un pays, il faut d'abord des institutions, il faut travailler à pouvoir sauvegarder ce pays-là. S'il n'y a pas ce pays, vous n'allez pas pouvoir avoir l'occasion. C'est aussi l'appel qui est lancé à travers ces manifestations, l'appel à la cohésion sociale. Et qui doit organiser ça? C'est vous, le pouvoir. Non, mais c'est ça que je suis en train de dire. Est-ce que cet appel-là ne pourrait pas se faire sous autre forme que de marcher? C'est ça la question que je me pose. Vous avez suivi, ce n'est pas seulement au Burkina qu'il y a eu des attaques. En France, quand il y a eu et les attaques avec la mort des gendarmes, et Sarkozy, en tant qu'opposant, et ainsi de suite, a dit non. Et ça, ce n'est pas une question de la majorité et de l'opposition, mais ça, c'est une question de la nation française. Et la France est devenue un pour pouvoir travailler à combattre l'opposition. Tous les jours, il y a ces gilets jaunes et ainsi de suite, mais l'autorité de l'État n'est pas remise en cause parce que vous avez un ennemi commun ici que vous devez travailler à faire face. Moi, je pense que je ne conteste pas la légitimité, je ne conteste pas les motivations, mais je dis pour moi, ce n'était pas opportun et je ne sais pas pourquoi cette précipitation, pendant que le gouvernement venait de déclarer illégal, on ne prend pas le temps de travailler, non seulement même à convaincre les militants pour que ça soit populaire, et même à s'attaquer à cette décision, mais ce qui est là, vous avez dit que c'est illégal, mais pour nous c'est légitime, il faut marcher. Il y a eu la répression, mais il y a aussi, depuis on entend dire qu'il y aura cette annonce de coupure de salaire pour les travailleurs en mouvement. Est-ce que ce n'est pas ajouter de l'huile sur le feu, tout ça? Pourquoi? Moi, qui vous parle, j'ai été plusieurs fois victime de coupure de salaire. Quand vous partez en grève, il faut naturellement s'attendre à cela, parce que quand vous grévez, c'est encadré par les lois, hein, ça veut dire que vous avez de façon volontaire décidé de cesser de travailler pour faire de la revendication, mais on calcule le nombre d'heures et puis on coupe, c'est normal, non? Et je pense quand même qu'en tant que bon citoyen, en tant que bon fonctionnaire, et même en tant que bon lutteur, on ne doit pas se plaindre parce qu'on a coupé son salaire, parce qu'on a grévé. En tout cas, toutes les organisations sérieuses, et souvent, travaillent même par la cotisation des membres à venir en appui à ceux-là qui ont cela, et qui, en tout cas, font face à ces coupures-là. Ça ne devrait pas constituer un problème. 2020, ok, nous sommes en fin d'émission, on fait signe. 2020, vous êtes ambassadeur, est-ce que vous serez candidat peut-être à la députation ou législative? Oui, je serai candidat pour les législatives, pour la simple raison que, en étant là-bas, je suis ambassadeur, donc je suis pour tous les Burkinabés qui sont au Canada sans distinction. Mais quand je reviens au pays, je suis vice-président de l'UNIR PS, donc je serai candidat sous la bannière de mon parti. D'accord. On attendra donc de voir 2020. Nous sommes en fin d'émission. Vous avez dit ce que vous pensez de M. Béninoune Sankara? Oh, c'est un camarade avec qui nous avons fondé l'UNIR MS, et ensuite l'UNIR PS, et que je peux quand même dire que je connais, compte tenu de sa constance, compte tenu de son engagement, et son engagement souvent aveugle, parce qu'il a toujours été guidé par ses convictions. Et après avoir été trésorier du parti,
responsable des structures et aujourd'hui vice-président, je sais les sacrifices que ce monsieur a eu à faire rien que pour le parti. Au-delà du parti, et pour ceux qui sont sincères et qui m'écoutent, savent ce qu'il a eu à faire au-delà du parti, que ce soit au niveau de sa lutte en tant qu'avocat ou bien que sa lutte au sein de collectifs des organisations démocratiques, de masse de partis politiques, de sa lutte tout court pour le sankarisme et de la révolution, de l'émanciper des mentalités de la jeunesse. Il a beaucoup fait, et je l'ai suivi depuis que j'étais très jeune, et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué. Il peut ne pas être compris, il peut aussi avoir certaines limites en termes de négociation, ça il faut le dire, mais reste un homme très convaincu, très engagé, en tout cas, qui a beaucoup contribué pour le Burkina Faso. D'accord. Bassolma Bazier, secrétaire général de la CJTB. C'est un monsieur que je connais peu dans le cadre de la lutte. Parce que jusqu'à présent, l'UNIR PS est le seul parti qui fait partie du collectif des organisations démocratiques de masse de partis politiques. Et donc, d'abord, en tant que militant du Bloc socialiste burkinabé, nous avons participé à cette lutte en tant qu'UNIR-MS. Mais c'est surtout, dans le cadre de ces luttes-là, c'est surtout Richard Tienderbego et de Tolé Sayon que nous autres, nous avons pu frotter. Et je l'ai connu peu, parce que je l'ai connu tout dernièrement, quand il a pris la tête, parce qu'on a eu à organiser des activités. Et donc ma connaissance se limite simplement à la conduite de ses affaires au niveau syndical, mais également à ses opinions qu'il donne. Je pense que c'est un monsieur qui doit aussi être convaincu de ce qu'il fait, même s'il est souvent tranchant, mais je pense que c'est tout à fait normal. Chacun doit donner sa participation. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde ait le même tempérament. On ne doit pas s'attendre à ce que tout le monde ait la même lecture. L'essentiel pour moi, que dans sa dynamique, chacun doit pouvoir comprendre que avant de se faire la bagarre à l'intérieur, il faut d'abord sauvegarder la nation burkinabé. Et je crois que souvent, il a des sorties inopportunes. Des sorties souvent que je pense, puisque vous me l'avez demandé, c'est de façon sincère que je dis, souvent inopportunes. Et il pouvait encore plus tempérer souvent et ne même pas souvent se donner des opinions, mais apparemment il se force à donner chaque fois des opinions. Bon, c'est peut-être une lecture assez tronquée, mais c'est ma lecture de ce monsieur. D'accord. Pour terminer, Rochma Christian Kaboré. Lui, je l'ai connu quand j'étais député à l'Assemblée. Il était président de l'Assemblée. Comme tout bon Burkinabé qu'il a observé depuis qu'il est aux affaires. Mais je l'ai surtout frotté quand ils avaient rejoint l'opposition et aussi pendant les échanges que l'UNIR-PS a eu avec le MPP. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on a eu beaucoup à échanger. Mais c'est un monsieur qui est, c'est de façon unanime, hein? Je ne vous apprends pas, c'est un monsieur qui est très tempéré, qui observe, qui écoute et qui n'aime pas prendre les décisions de façon précipitée. Et je pense que c'est une caractéristique du chef de l'État actuel, le fait de ne pas avoir à prendre une décision de façon directe. Mais je crois qu'il se donne tout le temps de pouvoir prendre cette décision et de se faire des opinions. Donc, pour me résumer, c'est un monsieur qui est très tempéré. Merci. Athanase Boudou, ambassadeur du Burkina Faso au Canada. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie et que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Et je voudrais aussi profiter de votre plateau, comme je l'ai déjà fait, pour avoir une compassion à tous ceux qui sont tombés sur le champ de bataille et également prier pour que tous ceux-là qui sont
blessés ou malades dans ces épreuves que nous vivons là puissent recouvrer la paix, puissent recouvrer la santé, mais également appeler à tous les Burkinabés de comprendre qu'aucune grande nation n'a pu se construire que sur la base de difficultés. Prenons l'exemple du Japon, qui a eu tout ce qu'il a vécu pendant Hiroshima et la Deuxième Guerre mondiale. Si vous prenez le Rwanda à côté, aujourd'hui c'est un pays qui est très respecté, au-delà de l'Afrique. Mais c'est des pays qui ont traversé des difficultés, peut-être même pire que ce que nous traversons. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. C'est vrai que nous allons encore avoir des problèmes, c'est sûr, parce que la question terroriste n'est pas seulement une question qui touche le Burkina, mais j'ai la ferme conviction que nous allons venir à bout de ce phénomène. C'est une guerre impérialiste, c'est une guerre asymétrique, c'est une guerre terroriste, c'est un phénomène qui touche le monde, mais je suis très sûr que si c'est le Burkina, et en tout cas en ce qui concerne le Burkina, je n'ai pas de doute, nous allons venir à bout. Mais une fois de plus, il faut que nous partons à l'unisson. C'est l'unité burkinabé qui peut nous amener à vaincre cette guerre, à gagner cette guerre. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.